février 2017. Parc Canada débute la réintroduction du bison des plaines dans le parc national de Banff. Les bisons ont disparu pour une simple raison qu'on les a chassés en même temps que le chemin de fer est venu. Mais comment la chasse abusive du bison a-t-elle pu jouer un rôle si important dans l'histoire de la Confédération? La réponse est dans notre passé. Au moment de la Confédération, l'industrialisation reposait sur l'immense besoin en énergie que demandaient des centaines de milliers de machines. Et ce transfert de l'énergie aux machines utilisait des courroies. Le bison va être essentiellement chassé pour fournir du cuir qui va servir à la révolution industrielle britannique, parce qu'avec le cuir des bisons, on fait les courroies de toutes les machines industrielles. L'industrialisation n'a pas que des avantages. Elle apporte aussi pollution, insalubrité et contamination de certains milieux. Mais à l'époque, les préoccupations environnementales n'existent pas. On voulait que la ville paraisse comme une métropole industrieuse, et la fumée des cheminées était un signe de cette prospérité, de cette richesse. On les qualifiait de cheminées du progrès en quelque sorte. L'industrialisation aura des effets sur la nature. Les rares efforts de protection remontent au milieu du 19e siècle. Mais l'objectif n'est pas celui que l'on croit. On demande au gouvernement, dans le fond, de protéger ces ressources-là. Et on crée des réserves, mais ces territoires réservés sont attribués à des clubs, donc sont attribués à des individus privés qui vont avoir, en fait, le monopole sur ces territoires-là. On veut aussi créer une industrie touristique pour le chemin de fer du Canadien Pacifique qui passe par ces environs-là. Donc, c'est une façon de stimuler l'industrie ferroviaire, l'industrie touristique. C'est ce qui motive la création d'une série de parcs nationaux, dont le premier ouvrira à Banff, en Alberta, en 1885. Alors maintenant, qu'est-ce que Duplessis a fait dans ce contexte-là? Eh bien, Duplessis a engagé un deuxième bras de fer, si on peut dire, avec le gouvernement fédéral. Le premier bras de fer, c'est dire aux universités, vous ne recevrez pas les subventions fédérales et parier qu'Ottawa va céder. Le deuxième bras de fer, c'est 1954, le Québec, Duplessis, crée un impôt provincial sur le revenu pour les Québécois. Il y avait une commission qui s'appelle la commission Tremblay qui s'était promenée à l'intérieur du Québec, qui avait vu que les Québécois étaient de plus en plus nationalistes et qu'ils allaient être prêts à accepter un impôt provincial sur le revenu. Ce que fait Duplessis. Et là, dans le fond, la mobilisation citoyenne a fait en sorte que le gouvernement fédéral a dû céder. Le gouvernement fédéral a dû retraiter, si on peut dire, cesser d'imposer, faire une double imposition aux Québécois. Et encore aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, premièrement, nous remplissons 2 rapports d'impôt à chaque printemps. Et c'est la raison pour laquelle, dans le formulaire d'impôt fédéral, il y a une ligne, vous regarderez la prochaine fois, abattement pour le Québec. Ça, c'est le fait que, dans le fond, depuis 1954, le gouvernement fédéral perçoit moins d'impôts au Québec que ce qu'il perçoit dans les autres provinces parce que le Québec perçoit son propre impôt provincial. Pendant ce temps, le gouvernement fédéral continuait, lui, à financer les universités dans les provinces anglophones. Et le Québec se trouvait à être pénalisé, si on peut dire. L'argent ne se rendait pas aux universités, les universités avaient reçu l'ordre de le refuser. Le Québec, on vient de le dire, était de plus en plus nationaliste. Cette situation faisait très mal paraître le gouvernement fédéral et la décision a été prise, je ne sais pas si c'est directement sous Saint-Laurent ou sous Diefenbaker, la décision a été prise de placer l'argent qui revenait aux universités québécoises dans un fonds en fiducie. Et ce fonds-là a été débloqué après la mort de Duplessis. Donc finalement, Duplessis a gagné son pari. C'est-à-dire que les universités ont eu l'argent, mais en même temps, il a gagné son deuxième pari, c'était de préserver une certaine capacité fiscale pour le gouvernement du Québec.
pour nous présenter le livre Lanaudière, Histoire en bref, les régions du Québec. 2 auteurs, mais un avec nous, M. Pierre Lantier, professeur d'histoire contemporaine ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières, membre du Centre d'études interuniversitaires en études québécoises. Il a effectué des recherches sur l'histoire des villes moyennes et des régions au Québec, de même que sur l'histoire des entreprises industrielles au Canada et ailleurs. Avec lui, pour cet ouvrage, Jocelyn Morneau, chercheur associé au Centre interuniversitaire d'études québécoises. Il est, lui aussi, l'auteur de plusieurs livres, dont Petits pays et grands ensembles, les articulations du monde rural au 19e siècle. Alors, les 6 chapitres sont dans l'ensemble chronologique. Oui. Donc, on part de la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui. En fait, il est même question des élections de 2015. Oui, bien donc, oui. Donc, on s'arrête le plus proche possible de notre époque. Mais on a divisé quand même ces 6 chapitres en 3 parties. Donc, une première partie qui porte vraiment sur la période de la Nouvelle-France et aussi ce qu'on appelle la période britannique, là, qui va de 1760 jusqu'à vers 1840. À partir de la C'est conquête. ça. Puis, la deuxième partie, donc les 2 chapitres suivants, c'est ce qu'on a appelé l'époque de la région de Joliette, parce que le nom de Lanaudière n'arrive qu'au milieu des années 1980. Et donc, avant ça, on appelait informellement la région, bon, mais c'est la région de Joliette. Ah bon? Mais effectivement, si on l'appelait comme ça, c'est que pendant près d'un siècle, Joliette s'est vraiment imposée comme capitale de cette région. Mais c'était pas là au début. Hein? Non. Donc, il y avait 2 villes importantes au début, c'était Berthier et l'Assomption. C'est ça. Et là, tranquillement, comme vous dites, ça a créé Joliette. Oui, parce qu'il y a eu une convergence, puis en même temps aussi, et au fur et à mesure qu'on montait vers le nord, parce que le peuplement va se faire dans un premier temps vers le nord, puis à un moment donné est arrivée l'idée, un tout petit peu comme dans les Laurentides, qu'il fallait développer le Grand Nord, et d'ailleurs, beaucoup de personnes à Joliette même ont décidé d'ailleurs d'investir beaucoup dans cette aventure, donc, et d'aller donc jusque dans l'extrême nord, jusqu'à Saint-Michel-des-Saints ou Saint-Zénon, mais dans l'espoir donc de retenir la population canadienne-française qui émigrait massivement vers les États-Unis à cette époque-là. Et ça a été donc le vieux rêve de la colonisation. Bon, tout comme les Laurentides ont eu leur curé Labelle, ici, Lanaudière a eu son curé Provost. Ah bon, qui était très important, oui. C'est ça. Et sauf que... Puis après ça, le père Lindsay pour la musique, la culture. Ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Et entre les deux, les Clercs de Saint-Viateur qui ont lancé à la fois la musique, beaucoup. Nos enfants, les vôtres, Suzanne, les miens et d'autres, connaissent probablement mieux que nous le jeu vidéo Assassin's Creed. Il y a une nouvelle version Assassin's Creed Unity maintenant qui va paraître. C'est un des jeux les plus populaires au monde. Les jeunes et les moins jeunes, parlez-en aux Japonais, attendent ça avec beaucoup d'impatience. Et tout ça tourne autour, vous le voyez dans ces images, de la Révolution française, son réalisme et la qualité de la résolution des images. Pas du HD, ça c'est un jeu vidéo, est absolument renversante. On en parle avec Laurent Turcot, qui est consultant historique pour la conception du jeu, le dernier travail, le dernier opus d'Ubisoft. Il faut dire que dans la vie, en plus d'être consultant comme ça, vous enseignez, vous êtes un passionné d'histoire française. Alors, vous vous êtes mis à contribution, pas à peu près, dans ce jeu-là. Oui, ben en fait, c'est que je suis professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières et j'ai fait ma thèse sur Paris au 18e siècle. Donc, ils m'ont demandé si je pouvais vérifier les informations, mais surtout, ils se sont rendus compte que je pouvais leur apporter un peu plus. Donc, j'ai fait une formation, j'ai fait une espèce de rapport encyclopédique de tous les personnages que vous allez voir dans le jeu. Vous allez voir le Marquis de Sade, vous allez voir Robespierre, Louis XVI. Donc, tous les grands personnages qui ont fait la Révolution française, pourrait-on dire, vous allez les retrouver et vous allez pouvoir interagir avec eux. Et là, vous avez également trouvé là, le niveau de quoi? De ce que les gens faisaient dans la rue, si c'était propre, mal propre, les bonnes couleurs, vous pouvez tout c'est ça la grande difficulté parce que
Quand Ubisoft m'a contacté, ils m'ont dit « On connaît la trame politique, mais nous, ce qu'on veut, c'est le tous les jours. » Et c'est un peu ma spécialité, comment les gens vivent dans la rue, les mendiants, est-ce que ça sent mauvais, la boue, les chevaux, la politesse, où fait ton caca, par exemple, où fait ton pipi. C'est des trucs de base qui, aujourd'hui, nous semblent évidents, instinctifs, mais qui, à l'époque, au 18e siècle, étaient complètement différents. Si vous marchez dans les rues à Paris au 18e siècle, c'est extrêmement dangereux parce qu'on vide les pots de chambre d'en haut, et il y a des carrosses qui peuvent vous écraser. Donc, il faut être tous yeux, tout oreille. C'est que j'arrive avec environ 3000, 4000 images d'un lieu. Eux, ils veulent savoir, par exemple, sur la Bastille qui a été prise le 14 juillet 1789, dès le 15 juillet, on l'a détruit. Donc, ça veut dire qu'elle n'existe plus. Donc, moi, je leur sors tout ce qui existe comme plan d'archives et autres. Et là, je leur dis, bon, ben voici ce qu'on te connaît. Et eux, dans des bases de données qui croisent, ils vont chercher du texte. En fait, ils font un travail d'historien. Et le problème, des fois, c'est que je leur apporte tellement d'images que les disent, OK, là, il faut arrêter, faut fixer les choses. Et c'est toujours ça, de toute façon, en histoire. En histoire, je dis souvent qu'on ne travaille pas sur le passé, on travaille sur les traces du passé. Donc, quelles sont les traces, un peu comme une enquête de police, qui nous révèle ce qui s'est passé de 1789 à 1794, le temps pendant lequel se passe le jeu. Donc, ce qu'on va faire dans les prochains mois, c'est que je vais prendre le jeu et je vais retirer tous les personnages, toute la trame narrative, et on va pouvoir se promener dans le Paris de 1789 comme un Google Street View. Donc, dans mes cours sur la Révolution, on va pouvoir avancer, se tourner vers un bâtiment néoclassique, parler d'architecture, se tourner vers un policier, parler de la police à Paris. Donc, c'est ce que j'appelle un peu l'enseignement augmenté. Donc, mon histoire elle commence dans le sud esclavagiste, une région qui, à la veille de la guerre civile, donc dans les années 1850, compte 12 millions d'individus. Et parmi ces 12 millions-là, on a 8 millions de Blancs, 4 millions de Noirs. La très grande majorité des Noirs, ce sont des esclaves. Et parmi ces 12 millions d'individus, il faut le rappeler, il y a 6 millions de femmes. C'est inévitable, les sociétés sont comme ça à 50 %. C'est une société qui est sur la défensive. Défensive, pourquoi? Parce que presque le monde entier, occidental en tout cas, est en train d'abolir l'esclavage. Dans la France, l'Angleterre, une grande partie de l'Amérique a aboli l'esclavage, mais les États-Unis et Cuba en particulier, et une petite partie du Brésil s'accrochent à l'esclavage à cette période-là. Mais il y a des abolitionnistes, donc des gens qui veulent mettre fin à l'esclavage, qui travaillent très fort pour faire disparaître cette institution-là. Et parmi celles qui luttent le plus, on retrouve deux sœurs, qu'on appelle les sœurs Grimké, qui sont des figures très importantes de l'histoire de l'abolitionnisme, mais aussi de l'histoire des femmes aux États-Unis. Ce sont des filles de planteurs qui ont vu dans leur vie comment ça fonctionnait, l'esclavage, de près. Et dégoûtées par les horreurs de l'esclavage, et notamment par le traitement que leur mère faisait des esclaves, et les relations sexuelles que leurs frères avaient avec des esclaves de la famille, elles vont quitter le Sud et éventuellement elles vont devenir des grandes militantes contre l'esclavage. Et les sœurs Grimké, elles vont prendre la parole publiquement à une époque où les femmes ne prennent pas la parole. Et non seulement elles vont prendre la parole publiquement, comme moi je le fais avec vous aujourd'hui, mais elles vont le faire dans des audiences mixtes, c'est-à-dire des audiences dans lesquelles il y a des femmes, mais aussi des hommes. Ce qui était perçu au 19e siècle comme étant contre la nature des femmes. Et en plus de prendre parole, elles vont parler des horreurs sexuelles qu'elles voient, qu'elles ont vues dans le Sud, des dérives du système, et notamment de l'exploitation sexuelle des femmes en esclavage. Dans un pamphlet, qu'elle va faire un pamphlet, c'est un petit court document qu'elle va publier en 1836, Angelina, la plus jeune des deux sœurs Grimké, qui est à la gauche de l'écran, qui s'appelle « Un appel aux femmes chrétiennes du Sud », elle va encourager les femmes blanches du Sud à joindre le mouvement anti-esclavagiste. Elle va dire « Les femmes blanches ont une cause commune avec les femmes esclaves. Quand les maris exploitent sexuellement les esclaves, ce sont aussi les femmes blanches qui en pâtissent. »
Et sa sœur, celle qu'on voit à la droite, qui était beaucoup plus âgée, une dizaine d'années plus âgée, en 1838, elle va écrire le premier texte féministe dans l'histoire américaine d'une telle envergure, qui vont être les lettres sur l'égalité entre les sexes, et dans laquelle elle va expliquer comment les femmes noires n'ont pas le choix de se soumettre à l'exploitation sexuelle. Enfin, elle va dire, si une femme esclave souhaite préserver sa vertu, parce qu'on ne parlerait pas de virginité, on parlait de vertu à cette époque-là, elle est soit soudoyée, soit fouettée. Et si elle ne se soumet pas à son séducteur, elle pourrait être soit vendue, soit sacrifiée, sa vie tuée, par la passion déçue de son maître. Et ce que les sœurs Grimké cherchent à dire, et c'est l'idée fortement répandue à cette époque-là, on pensait que les femmes noires aimaient avoir des rapports sexuels avec les hommes blancs, qu'elles les encourageaient, que c'était dans leur nature bestiale profonde. On considérait que les femmes noires étaient plus près des animaux que des humains. Et les sœurs Grimké vont contester cette idée-là. Bien évidemment, ça choque au Nord, ça choque les audiences qui sont quand même très ouvertes à leurs idées abolitionnistes dans le Nord, mais leur prise de parole les dérange. On va les faire taire, elles vont cesser de prendre la parole dès les années 1840 parce qu'elles dérangent trop. Le mari d'une des deux va décourager sa femme de prendre parole. Et dans le Sud, on va brûler dans des cérémonies publiques leurs tracts, leurs pamphlets, on va les faire disparaître des bibliothèques et on va mettre des mandats d'arrestation si jamais elles remettent les pieds sur place en Caroline du Sud. Donc, elles sont expatriées, exclues de leur État qui est la Caroline du Sud. André Rivard, bienvenue. André Rivard, vous êtes docteur en histoire, chargé de cours au département des sciences humaines, agente de recherche ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et vous publiez votre thèse de doctorat qui s'intitule « Histoire de l'accouchement dans un Québec moderne ». C'est publié aux éditions du Remue-Ménage. Mais en même temps, les femmes n'ont pas eu tellement le choix. Elles ont été vraiment poussées vers l'hôpital. Parce que, il y avait de moins en moins de médecins à partir des années 60 qui voulaient faire des accouchements à la maison. La bonne façon de pratiquer l'obstétrique, de plus en plus, ce qu'on voyait, c'était une pratique obstétricale basée sur les médicaments et sur l'usage aussi des interventions, ce qu'on ne pouvait pas faire à la maison. Les médecins étaient très à l'aise aussi dans les hôpitaux. Hein. On avait les espaces nécessaires pour travailler, on avait les personnels, on avait tout le matériel aussi à sa disposition. Alors, les médecins étaient très avantagés. Donc, ça avait quelque chose aussi de rassurant pour les femmes. Non? Oui et non, parce que certaines pouvaient être rassurées a priori, parce que ce qu'on leur vendait, en quelque sorte, je mets le mot « vendait » entre guillemets quand même, en fait, c'est extrêmement fascinant parce que cette histoire-là, elle aurait pu se passer autrement. Parce que c'est pas dans toutes les sociétés, dans tous les pays occidentaux, qu'on a embarqué à ce point dans ce modèle de l'accouchement à l'hôpital, puis accouchement assisté par des médecins. Aux Pays-Bas, par exemple, en Europe, beaucoup d'accouchements encore au milieu du 20e siècle se passaient avec des sages-femmes et se passaient dans les domiciles. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ici, nous, tout le monde a embarqué dans ce modèle-là? Oui. Bon. Bien sûr, il y a eu de la pression qui est exercée de la part des médecins, qui avaient leurs préférences. L'État a aussi embarqué là-dedans, a aussi soutenu... Vous dites à un moment donné que la naissance, c'est politique d'une certaine façon. Mais oui, c'est politique. Oui. Parce que, en fait, les médecins ont tout fait pour encourager cet accouchement-là à l'hôpital. Et les femmes ont dû travailler fort en fait, même au moment même où la médicalisation s'intensifiait, il y a quand même un certain nombre de femmes qui ont voulu faire autrement.
Et ça a été extrêmement difficile de... On pense entre autres à la place des sages-femmes, comment ça a été long. Là, elles sont reconnues depuis 1999. Ben oui, tout à fait. Puis ça a été tout un dossier politique. J'imagine, ben oui. Oui, parce que... Alors, donc, il y a quelque chose, il y a bien des choses autour de la naissance. Oui, oui, tout à fait. C'est un monde. C'est beaucoup donc, vous explorez ces avenues-là, sociales, politiques, culturelles, familiales, etc. Un très beau livre. Je vous félicite. Je vous souhaite une bonne continuation. Ben, merci beaucoup. Merci.